Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau d'Omerta Salza Bertin, journaliste, bien connue des auditeurs de Radio Courtoisie où elle dirige une émission depuis de longues années, mais aussi une grande voyageuse, et qui a eu la bonne idée de faire paraître il y a peu aux éditions Jean-Cyril Godefroy ce livre très intéressant sur vivre autonome, le survivalisme à la française. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette nouvelle discipline, presque une discipline sportive, en tout cas cette nouvelle activité qui fait florès en France, mais pas seulement, et qui a même son salon aujourd'hui, qu'est-ce que, cher Salza Bertin, qu'est-ce que le survivalisme ? Bonjour à tous et puis merci de m'inviter. Bonjour Jérôme. Alors le survivalisme est je dirais presque une doctrine qui nous vient des États-Unis, d'où mon titre Vivre autonome, car je tiens à notre French Touch et surtout que ce livre n'est pas un manuel, mais je peux l'appeler manuel pour plus de simplicité. Je dirais d'anti-survivalisme presque. Vous voyez, c'est pour ça qu'il s'appelle Vivre autonome. Je prône non pas le survivalisme à l'américaine, mais l'autonomisme et non pas l'autonomie à la française. Alors, d'abord, qu'est-ce que le survivalisme avant de le critiquer, de lui apporter cette touche si française ? Alors, le survivalisme donc, vient des États-Unis et directement du climat instauré par les États-Unis au moment de la guerre froide, qui veut faire entrer, d'abord qui veut faire nation avec tout le peuple américain et donc que le peuple américain fasse corps autour de l'État. Et donc, le meilleur moyen pour faire comment dirais-je, convaincre et réunir autour de soi cette grande masse, si je puis dire, c'est de jouer sur la peur. Voilà. Et ça, on le sait, comment faire bouger les masses, comment... Donc le survivalisme, c'est un moyen d'encourager les gens à réagir à la peur. Oui, en fait, c'est un moyen de domination et un moyen de convaincre pour faire venir à une idée ou à un projet ou à une manière d'obéissance. Et là, on leur agite l'épouvantail de la menace nucléaire, sachant que les Américains n'ont jamais vraiment eu de guerre sur leur territoire, sauf celle qu'ils peuvent se faire, entre guillemets, à eux-mêmes ou aux colonisés lorsqu'ils ont débarqué aux États-Unis en massacrant les Indiens et les Autochtones. Bon. Donc ça, ceci étant dit, ils n'ont pas de guerre sur leur territoire, donc il faut créer cette peur. En 1812, contre les Anglais. Contre les Anglais, voilà. Enfin, c'était quand même... en comparaison du chaos qui est créé sur toute la planète depuis maintenant un certain temps, c'est peu de choses. Donc, on leur agite cet épouvantail de la guerre froide et de la menace nucléaire en leur distribuant des petits fascicules dans les foyers et qui va leur dire, qui sont très intéressants d'ailleurs, qui se collectionnent toujours, où on leur dit comment réagir face à un déclenchement nucléaire. Alors, ce sont tous les aspects de la vie quotidienne qui sont régis, à travers ces petits fascicules. Et puis ensuite, c'est resté dans les mentalités américaines. Ça, je pense, engendré chez une partie de la population une forme de paranoïa. Et d'autres se sont pris au jeu et ont finalement déployé ce qu'on appelle le survivalisme aujourd'hui, qui peuvent aller jusqu'à des groupes paramilitaires qui s'entraînent et qui ont la double vocation, c'est-à-dire de se défendre face au monde extérieur, c'est-à-dire à l'autre, qui peut tout vu tout de suite comme un ennemi potentiel. Et puis aussi, il faut le dire, et ça, il faut quand même être honnête, vis-à-vis de la nature qui est plus, disons, rude qu'ici, pas du tout à la même échelle. Et ça leur donne l'occasion d'aller s'entraîner dans cette nature brute, en bushcraft et en stage de survie, stages qui peuvent se révéler effectivement utiles, nécessaires là-bas. Alors nous, évidemment, et
notre terrain géographique n'est pas du tout le même, notre terrain de jeu n'est pas du tout le même, notre histoire n'est pas la même. Nous ne sommes pas de grands paranoïaques, alors même que nous avons eu quand même beaucoup de guerres sur dans nos contrées. Et donc, on n'a pas du tout la même forme d'esprit. Donc, moi, il me semble que le survivalisme n'est pas adapté à l'esprit français. Et s'il existe en France et un peu en Europe, c'est de manière très résiduelle, épiphénoménale, avec des gens qui sont plutôt dans l'ordre du paramilitaire et de l'autodéfense maniaque. Pour autant, le terme même de survivalisme s'est développé, on pourrait dire, cette dernière décennie en Europe. Et on a vu les Européens, en général, et les Français en particulier, s'y intéresser. Donc, comment expliquez-vous cette importation alors que la guerre froide est terminée depuis 30 ans? Je pense qu'ils s'y intéressent d'une manière différente des Américains. Ce qui les intéresse, moi je m'en suis rendu compte lors des salons, parce que donc, depuis quelques années, il y a un salon qui s'appelle Survival Expo, et maintenant qui change, c'est le salon justement Vivre Autonome, le nom éponyme de mon livre, où j'avais un stand cette année d'ailleurs. C'est une autre... on se réapproprie, si vous voulez, le survivalisme, avec notamment des choses qui sont très amusantes, qui sont des techniques de bushcraft, par exemple, ce qui est quand même intéressant. Comment peut-on traduire bushcraft pour ceux qui... Alors, c'est un peu l'aventure dans la forêt, voilà, on va dire l'aventure dans la forêt, du scoutisme pour les grands, adultes, on va dire, pour les adultes, voilà. Mais ça reste un peu des bases de survie dans la nature. Ça, c'est très amusant. Il y a tout le matériel qui est aussi intéressant également. Et je pense que ici, c'est un peu ce qui a présidé à l'idée du livre, c'est-à-dire cette rupture de la chaîne de transmission et du rapport à la nature et parfois même au monde réel, puisque nous sommes devenus pour 80% des citadins. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Et qu'on a un rapport au réel qui est de plus en plus, je dirais, qui devient flou, éloigné. Et le survivalisme, tel que le vivent les Américains dans leur stage, vous ramène à la réalité brute de la nature et aussi certains dépassements de soi physiques aussi, physiques. Pour autant, on ne le vit pas du tout de la même manière. Voilà. Et ça... Donc, pour vous, ce qui préside à ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire un survivalisme à la française, c'est d'abord l'autonomie. Alors, est-ce que l'autonomie, c'est arriver à se débrouiller tout seul, ou est-ce que vous y voyez une dimension collective? Est-ce que d'ailleurs les survivalistes préfèrent s'entraîner tout seul, ou est-ce que ça peut être une activité collective? Voilà. Alors, pour ceux qui sont survivalistes, c'est-à-dire vraiment des petits groupes, je vous dis, c'est épiphénoménal, c'est toujours en groupe, et c'est beaucoup basé sur l'autodéfense, le côté un peu paramilitaire. Ce sont essentiellement des hommes. Et pour certains, comme aux États-Unis, ça frôle un peu la paranoïa. Il y a un jeune journaliste qui a fait un livre moi, je suis pas forcément d'accord avec cette théorie, parce qu'il est passé d'un extrême à l'autre. Il est passé d'une forme d'inconscience qu'ont beaucoup de gens, en pensant qu'on vit dans un monde un peu de bisounours. Et puis un jour, il a été agressé gratuitement de manière ultra violente. Et donc, il a développé quand même quelques troubles, il l'a avoué, et une forme de peur permanente. Et donc, il a voulu pratiquer l'autodéfense, et puis, de fil en aiguille, il s'est retrouvé dans un monde vraiment survivaliste, donc dans ces petits groupes qui sont, je vous dis, peu nombreux, mais quand même, qui se forment sérieusement, mais uniquement en voyant l'autre comme un ennemi. Et le seul but est de se défendre de manière très, très musclée, d'apprendre à tuer, donc ce sont des choses...
qui sont assez extrêmes, et ça l'a traumatisé dans l'autre sens. Donc là, il en a été traumatisé, alors il est complètement revenu en arrière, en écrivant d'ailleurs un livre qui remet en cause tout système d'autodéfense. Alors pour autant, faut-il accepter l'interdiction de l'autodéfense et le faire passer comme quelque chose de fondamentalement mauvais. Et ça aussi, c'est un extrême qui est dangereux et qui n'est pas non plus acceptable. Donc, vous voyez, vous avez des gens qui, parce que c'est pas forcément leur faute, mais dominés par des histoires qui les ont dépassés, sont ballottés d'un extrême à l'autre et vont devenir ou des petits moutons pas du tout résilients, hein, pour reprendre le terme d'un grand site justement autonomiste qui s'appelle Mouton Résilient, des petits moutons pas du tout résilients qui vont même suivre ce que dit un certain président de la République qui a osé dire une monstruosité, alors que pourtant c'est dans la loi qu'il était contre l'autodéfense. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'être contre l'autodéfense? Ça veut dire refuser de se défendre en cas d'attaque. Alors que c'est un devoir. La non-assistance à personne en danger, elle nous concerne d'abord nous, déjà. Donc c'est un devoir, à mon sens, de se défendre. Et donc déjà, c'est une aberration, une phrase comme ça. Et puis après, vous avez d'autres extrêmes qui sont le paranoïaque qui voit le danger partout et les ennemis partout. Et ça, voilà. Et donc l'autonomiste, lui, se situe dans la voie de la sagesse, la voie du milieu. Et alors, quels pourraient être les jalons d'un survivalisme à la française, de quelqu'un qui voudrait progressivement devenir autonome par rapport à tout ce que la société organise pour lui, puisque c'est aussi une sorte de sécession intérieure que ce survivalisme? Alors l'autonomisme à la française, c'est une forme de sécession, déjà avec ce qui nous a été inculqué depuis le berceau. Et on nous apprend de plus en plus à être soumis. Or, nous sommes censés être des citoyens majeurs, des gens doués du droit de vote, dans une prétendue démocratie. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait mener ensemble un jour sur la mort de la démocratie. Mais en tout cas, on est censé donc être responsable. Or, la société nous déresponsabilise en permanence. Voilà. Donc, partant de là, si on associe ça à la rupture de chaîne de transmission à peu près de tous les savoirs qui nous mettaient les pieds sur terre à partir des années 60, 68, les fameux 68 arts, avec un peu leur tabula rasa, eh bien, ça mis bout à bout, il y avait une nécessité, à mon sens, de ramener les gens vers la prise de conscience. Et ce vivre autonome, il commence d'abord par la prise de conscience de chacun, d'ailleurs par une partie que vous avez lue, qui est censée remettre les idées en place, mais à travers ce que nous sommes chacun d'entre nous. C'est-à-dire que vivre autonome, ce n'est pas un manuel de bonnes pratiques, qui sont souvent, oui c'est ça, vraiment des manuels de bonnes pratiques et de pratiques tout court, qui sont souvent même presque impossibles à suivre pour le commun des mortels, et à mettre en œuvre, en tout cas pour les 80% d'urbains que nous sommes, plutôt que comme une recherche pour chacun, à travers le livre, si on le lit un peu comme, et qui sera vécu, si on le lit jusqu'au bout, d'un bout à l'autre, comme une aventure intérieure. Et ce livre a été fait de manière à ce qu'à la fin du livre, et je sais que ça marche, puisque certains m'ont dit que ça avait marché pour eux, la réponse est: quel autonomiste moi je suis. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien de prendre un manuel, de l'ouvrir, de mettre en place des solutions artificiellement, si on ne sait pas soi-même quel autonomiste on peut être et quel autonomiste on est. Voilà. Oui, ce qu'on peut attendre
Voilà, il faut savoir ce qu'on peut attendre de l'autonomie. Voilà, on ne peut pas couper en disant je fais sécession. C'est même pas, d'ailleurs, je ne demande pas de faire sécession. Je dis de revoir son mode de fonctionnement, son regard sur le monde. Et je prends chacun là où il est. Même dans ses lectures, vous voyez, ça peut aller de George Orwell pour comprendre notre monde, dont les valeurs sont de plus en plus inversées de manière caricaturale. Et on se dit, tiens, quand George Orwell parle du ministère de la vérité, qui en fait est basé sur le mensonge et la vérité, le bien et le mal, etc., ben aujourd'hui c'est vrai. Aujourd'hui c'est vrai, c'est-à-dire que tout ce que l'on a toujours considéré comme un invariable est remis en question. Donc moi, je prends les gens là où ils sont et je leur dis, à travers des tas de lectures, de réflexions, déjà leur apprendre à changer de regard sur le monde, parce que et de changer eux-mêmes. Si on ne change pas soi-même, et si on n'est pas capable de changer soi-même et de changer son regard, eh bien, on ne pourra rien mettre en place et on ne pourra certainement pas réagir et résister à la première rupture de normalité. Voilà. Sachant que les ruptures de normalité, elles vont de l'eau un peu polluée parce qu'il y a une crue à la campagne, à ce qui se passe à Gaza. Vous vous rendez compte? Et là où vous voyez des gens mettre en application ce dont je parle dans le livre, sous les bombes, dans l'horreur, là c'est de la résilience, vous voyez. Donc ça va de quelque chose qui est une petite rupture de quelques jours au chaos. Donc vivre autonome, c'est savoir s'adapter à un monde de moins en moins prévisible, de plus en plus violent, mouvant, et qui peut demain nous confronter à des situations qui pourraient être légèrement complexes. Qui sont déjà complexes. Là, il y a eu la tempête Kiaran. Ça a été une situation compliquée pour beaucoup de gens pendant plusieurs jours où les pouvoirs publics n'ont pas pu s'avérer à la hauteur de la situation. Et où c'est le réseau de solidarité, et notamment des gens qui étaient des autonomistes, notamment en Bretagne, parce qu'il y en a un certain nombre, qui ont pu venir au secours des autres. Oui, on sent qu'en fait, cette réponse, elle est plurielle, elle se fait sur plusieurs plans qui iraient de la spiritualité jusqu'aux des points très concrets de protection de la nature, de recyclage, de capacité à tirer de son environnement les moyens de subsister. Vous avez la forme et le fond. Le fond, c'est déjà de mettre des mots sur nos mots. Vous comprenez? Si vous ne savez pas mettre des mots sur nos mots, vous n'allez pas pouvoir réagir, en fait. Vous voyez, il y a une autre phrase du président actuel qui, lui, parle de tout déconstruire pour reconstruire, c'est-à-dire ex nihilo. Moi, je connais qu'une personne qui crée ex nihilo, il s'appelle Dieu, d'accord? Donc, tous ceux qui, par l'hubris, ont voulu faire tabula rasa et créer ex nihilo, n'ont créé que le chaos, la destruction absolue. Il n'y a pas de création ex nihilo. On ne déconstruit pas pour tout reconstruire, parce qu'on est un petit humain de rien du tout. Et cet individu nous a dit un jour cette phrase lunaire, « La dictature du quotidien est réelle. » La dictature du quotidien est réelle. Donc, en fait, des gens, si vous voulez, des gens qui veulent s'abstraire du réel et appellent le réel de la dictature, à mon avis, ce sont des gens qui sont mal portants, voyez. Et donc, ça mène à des formes, à toutes les dérives totalitaires, possibles et imaginables. Donc, on est obligé, nous, pour résister à ça déjà, de mettre des mots sur les mots. Et si on ne le fait pas,
Eh bien, je vous le dis, ça je le répète encore, parce qu'il faut vraiment avoir conscience que ce livre commence par là. On ne peut pas résister à quoi que ce soit et on est balayé comme un fétu de paille à la première occasion. Je vous assure que s'il arrivait ici en France, qu'il arrive à Gaza, je ne suis pas sûre qu'à l'heure qu'il est, entre le 7 octobre et maintenant, il y a un seul survivant. Les gens se seraient mangés entre eux, non, je vous assure. Moi, j'ai des images qui m'arrivent tous les jours, je vous assure, c'est un exemple de résilience impeccable. Maintenant, quand je dis que je prends les gens là où ils sont, moi, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, mais qui est tellement vraie avec humour. Je ne sais pas si vous connaissez La maison qui rend fou. Oui. Dans Astérix. Tout à fait. Ouais. Les 12 travaux d'Astérix. Voilà, les 12 travaux, bravo. Animé. Oh, mais quelle culture, hein, Jérôme. Vous êtes formidable. Bon, et ben voilà. Et ben, quand vous avez vu ça, vous avez compris avec de l'humour, et vous pouvez faire comprendre avec vos enfants, les mots de l'administration, en fait. Et comment tout est organisé, non pas pour nous aider, mais au contraire pour nous mettre des bâtons dans les roues, nous rendre fous et faire en sorte qu'on ne comprenne pas. Vous savez, c'est comme tous les codicilles illisibles que vous ne pouvez même pas voir, même à la loupe, ou alors que vous ne comprenez pas, ou quand on vous dit nul n'est censé ignorer la loi et qu'on vous écrit des pavés comme ça, même les avocats et les juges ne le connaissent pas. Tout ça, c'est fait pour vous dominer, pour vous embrouiller, pour vous perdre. Et en fait, à un moment, il faut savoir dire non et ne pas l'accepter. Mais encore faut-il en avoir conscience. Et malheureusement, aujourd'hui, les peuples n'en ont pas conscience. Alors, est-ce que cette approche intellectuelle et morale du survivalisme remporte un certain écho? Est-ce que vos lecteurs français partagent avec vous ce souci de donner une âme au survivalisme? Alors, d'abord, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que je n'ai pas que des lecteurs français. Ça, je l'ai découvert quand des gens dans le monde de la francophonie m'ont invité à faire des conférences, à venir dialoguer, avoir des échanges. Donc déjà, voilà, les gens l'accueillent assez bien, mais je remarque que ce sont des gens qui ont commencé une réflexion. Pas une réflexion survivaliste, très très loin de là, j'en ai très peu. Même si les spécialistes du domaine, très gentiment, sont venus vers le livre, l'ont lu, et puis souvent s'en sont fait l'écho parce qu'ils l'ont trouvé très différent des ouvrages sur le survivalisme qui existent. Donc il a été bien accueilli dans ce paysage-là, mais en fait la plupart des lecteurs sont des gens qui s'interrogent au sens large sur la société aujourd'hui, sur leur mode de vie, et souvent par le biais tout simplement écologique. Mais j'ai des gens qui sont aussi bien dans le domaine de la politique, des gens très haut placés dans certains domaines, des gens du monde de la banque, et aussi bien des gens vraiment très dans la lettre au sein de l'islam, que des catholiques très épris du livre écologique de François. Vous voyez, donc je suis très étonnée par la variété des profils qui s'interrogent, mais en fait, on sent que les gens, de plus en plus, ont envie de recouvrer un minimum de liberté et ont envie de refaire par eux-mêmes et ont envie aussi, enfin, de retrouver une forme de sobriété face à cette société de surconsommation. On a fait de nous des consommateurs. Et il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui se révoltent contre ça, en fait. Et est-ce que vous-même avez mis en pratique une ou plusieurs de ces propositions? Alors, ce livre est très particulier. Parce qu'il correspond finalement à ce que je fais depuis toujours, c'est ma marotte de journaliste, c'est-à-dire que je ne parle de rien si je ne l'ai pas vu, vécu. Alors, en tant que journaliste, ça peut m'arriver de relayer des choses pas trop vérifiées, comme on fait sur les réseaux sociaux, mais je le dis, je ne le fais pas passer pour un travail journalistique, ou de parler
de manière, comme tout le monde, dans une conversation, et comme tout le monde, avoir parfois des propos un peu à l'emporte-pièce. Mais lorsque je travaille, du point de vue journalistique, je parle uniquement ce que je présente à mes lecteurs ou à mes auditeurs. Tout ce dont j'ai parlé, je l'ai vu, vécu et testé. Voyez ? Et donc, toutes ces solutions, pourquoi sont-elles intéressantes ? Parce qu'elles sont à la portée de quelqu'un comme moi. C'est-à-dire vraiment la citadine lambda. Et si moi je peux le faire, presque tout le monde peut le faire. Alors, vous voyez, si vous aviez deux ou trois exemples d'actions survivalistes et autonomistes. D'autonomistes, hein. Franchement, je tiens au Alors, si terme. vous aviez deux ou trois propositions autonomistes. Alors ça dépend pour qui. Parce que, est-ce que ce Allez, sont on va prendre le cadre urbain de 40 ans qui arrive néanmoins de temps en temps à s'échapper un peu pour un week-end à la campagne. D'accord, qui peut avoir une maison de campagne quand même. Oui. Bon, alors, dans son cadre urbain, déjà, il faut d'abord qu'il soit conscient que la rupture de normalité, la moindre vraie rupture de normalité dans son cadre urbain est dramatique. Parce qu'une simple panne d'électricité signifiera qu'en général, les gens sont passés au chauffage électrique. L'urbain a peu de cheminées, a peu de chauffage au bois et même au fioul. Donc il n'aura plus de chauffage, il n'aura plus d'électricité. Il ne pourra plus recharger tous ses précieux appareils. Et aussi, et là le plus grave, pas d'électricité signifie pas d'eau. C'est dommage, hein. Plus d'eau. Et pas de frigidaire. Pas de réfrigérateur, pardon. Pas de réfrigérateur. C'est pas le plus grave. Vous allez perdre. Alors, il y a des méthodes pour pas perdre tous ces congelés et toutes ces courses. Néanmoins, le plus grave, ce sera pas d'avoir d'eau. Oui. Et très vite, ce sera le chaos si la rupture de chaîne d'approvisionnement n'arrive pas. Eh bien, les magasins seront en pénurie de bouteilles d'eau. Et là, vous allez très vite entrer dans le chaos. Hein. Vraiment. Alors, j'explique comment récupérer son eau, par exemple, même en ville. Mais si vous avez une terrasse, c'est mieux. Si vous avez un petit jardin, parce que vous êtes urbain, mais en banlieue, c'est encore mieux, bien sûr. Et j'explique comment traiter son eau. Bien sûr que l'eau de pluie ne se boit pas. D'ailleurs, c'est interdit. Enfin bon, après, faites bien ce que vous voulez. Mais... Bon, mais en tout cas, évidemment, elle n'est pas minéralisée, elle est polluée. Il faut savoir que l'eau de pluie est polluée, puisque l'homme a tout pollué. En quelques décennies, hein, finalement. Voilà, quand vous pensez, je fais encore une petite incise, mais qu'on a perdu, encore en 50 ans, on perd encore un quart de nos terres arables. Hein, vous vous rendez compte ? En France. Donc notamment de l'étalement urbain. C'est fou, quoi. Oui, il y a la bétonisation. Et donc, vous pouvez déjà récupérer votre eau et je vous explique comment la reminéraliser et comment la traiter. Mais j'explique surtout où trouver les sources, par exemple. Donc, tout ça se travaille en amont, tout simplement au cas où, par exemple, voyez. Même si vous êtes en ville, avoir des systèmes de filtration un peu puissant, ça me semble nécessaire. Voilà. Déjà, ce sont des petites bases toutes bêtes. Et puis, bien sûr, pouvoir recharger grâce au solaire un minimum les appareils pour pouvoir continuer ou à communiquer. Voilà. Faut-il avoir une poule sur son balcon, comme le proposent certains conseils? Elle serait très malheureuse. Qui propose? Certains conseils départementaux vous proposent d'adopter une poule. D'abord, sur votre balcon. Elle serait très malheureuse. Donc moi, je suis contre la maltraitance animale. Je trouve que c'est pas fait pour. Et ensuite, un vrai poulailler, vous savez que... alors, il faut se protéger des renards et de tous ces animaux. Même si c'est normal qu'ils prélèvent un peu, il faut aussi savoir partager avec la nature si on veut travailler avec elle. Et non pas être toujours contre elle. Mais les fouines, tout ça, sont plus dangereux pour les... Alors, le poulailler bien protégé, déjà, il faut rentrer ses poules le soir. Mais des poules qui vous font vraiment des bons œufs et qui seront heureuses, ce sont des poules qui seront en liberté ou dans votre jardin ou dans votre poulailler, et que vous rentrez le soir. Et vous savez que pour ne pas épuiser votre terre, il faut bouger
le poulailler. Donc l'idée, c'est de séparer le jardin en deux, avec une zone où vous mettez le poulailler 1 an, 2 ans, et puis après vous changez de côté, vous voyez. Ça, c'est quand on veut faire les choses sérieusement. Et vous voyez, en fait, tout est un peu une mise en place. Mais la poule toute seule, enfermée dans une mini-cage sur son balcon, je ne crois pas qu'elle vous donne beaucoup d'œufs et de bons œufs, j'en doute aussi. Il y a d'autres moyens de se nourrir en ville si on veut produire un peu quelque chose. Alors lesquels ? Par exemple, le potager en espalier, sur le balcon, sur des très grands rebords de fenêtres, pas besoin d'avoir une terrasse. Alors s'il y a une terrasse, c'est encore mieux. Vous pouvez déjà faire des petites... vous pouvez un peu cultiver comme ça. Vous ne serez pas du tout autonome. Mais avec 100 mètres carrés d'un petit jardin, vous arrivez quand même déjà à avoir un peu d'autonomie avec 100 mètres carrés. Voilà, ça, il y a même des livres, et il y a des gens que je cite qui vous en parlent sur le mini-jardin, le mini-potager. Ce que vous pouvez, ce que vous pouvez faire de plus intéressant, si vraiment il y a des pénuries, ce sont les graines germées. Qui multiplient, ça va jusqu'à 200 % de vitamines en plus. Et donc, vous pouvez ou le laisser vraiment germer et grandir, mais dès les premières petites feuilles, vous avez vraiment ce qu'il faut en nutriments. Et tout peut être à peu près germé, sauf la famille des tomates, aubergines, etc. L'autonomie que vous prenez, c'est aussi une éloge de la petite taille, du minimum. Je ne suis pas minimaliste. Je suis pour la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Voilà. Mais je ne suis pas pour le minimalisme. Vous savez, maintenant, la mode du... il y a un truc épouvantable, tiens, parce que bon, on parle de la mode des vannes, mais ça c'est mignon, c'est un peu la liberté retrouvée. Mais il y a une horreur que j'ai découvert en Asie. Ce sont maintenant des humains que l'on entend faire vivre dans des containers. Mais alors attention, ce n'est pas des containers pour créer de jolies maisons, comme il y en a une aux Canaries, là, qui fait la grande prêtresse du crudivorisme. Marie-Sophie, elle est allée comme ça sur son île paradisiaque installer sa maison en container qui est ravissante. Mais là, non, vous vivez dans des containers et chacun a son étage. Vous savez, comme les lits à étage pour les enfants ou le lit mezzanine. Je crois que chacun vit à son étage, mais vous avez la taille d'un lit, quoi. Je crois que on a proposé aussi à des étudiants au Havre d'habiter dans des containers. Là, c'est différent. Vous habitez sur votre mezzanine, vous ne pouvez même pas tenir debout. D'accord. C'est une épouvante, quoi. C'est en fait, on vous a mis dans les cages... une sorte de columbarium. Des poules. Ah ben, oui, enfin, c'est plutôt l'élevage des poules de batterie, vous voyez. Et ben, je vous promets que c'est un vrai projet. Avec des gens qui le vivent déjà. Bon, donc, alors, est-ce que donc je ne suis pas pour le minimalisme non plus. Je ne veux pas que les gens s'appauvrissent. En fait, être autonomiste, c'est être plus proche de la nature, plus proche du réel, plus proche de la sobriété qui vous rend libre. C'est pas le fait de ne rien posséder, vous serez heureux. Qui est le projet des multimilliardaires qui n'ont d'autre désir que de devenir toujours plus milliardaires et toujours plus déposséder les peuples pour s'arroger à quelques milliers les richesses de la terre à 99%. C'est pas ça. Moi, je ne veux pas déposséder les gens. Je leur dis simplement, apprenez à vivre. Si vous savez vivre avec le minimum, qui peut le plus que le moins, mais qui peut le moins peut aussi le plus dans ce cas-là. Vous voyez. Donc la sobriété, d'abord, elle vous désengorge, elle vous allège, elle vous rend heureux. Et en plus, vous récupérez le lien avec le réel à travers la mainmise sur vos propres outils. C'est tout le travail de la low-tech, notamment. Il y a de vraies philosophies derrière cette sobriété. Voilà, vous savez, Mendoza, le sociologue, dit... de toute façon, on ne peut pas combattre la pauvreté avec une croissance infinie.
Mais la croissance infinie ne veut pas dire, nous, de nous appauvrir complètement non plus, de refuser la croissance infinie. Il faut refuser la croissance infinie, peut-être des super riches, comme ce mouvement magnifique des riches patriotes américains, vous qui êtes un spécialiste des États-Unis, vous les connaissez sûrement, ils sont magnifiques, ces gens, qui sont des multimillionnaires, voire milliardaires, qui aujourd'hui disent, on ne comprend pas pourquoi nous, on paierait 20% d'impôts, et parfois on n'en paierait pas, alors que le travail est taxé à 40%. Et que le fossé se creuse entre les multimilliardaires et les peuples. Alors, voilà. Dernière question, parce que nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous voyez un bel avenir à l'autonomisme et est-ce que vous pensez que de plus en plus de gens vont se passionner pour cette quête de survie qui est beaucoup plus que cela, comme vous venez de nous l'expliquer? Une philosophie de vie. Oui. Écoutez, moi j'ai rencontré des gens merveilleux. C'est tout un univers, c'est toute une planète que j'invite chacun à rejoindre. Sans faire sécession, tout en restant dans la société, et soyez les meilleurs geeks du monde, tout en ayant votre maison déconnectée, voyez. Un peu comme à la Silicon Valley, on éduque ses enfants loin des écrans. Construisez-vous un havre de paix à côté de votre vie trépidante. Voilà, soyez résilients, sobres, mais gardez les manettes de la société. C'est-à-dire que vous serez le meilleur des geeks. Vous aurez... Parce que si vous perdez pied dans la société et que vous n'êtes pas au poste, un peu partout d'ailleurs, ça va des postes dans la sécurité, du simple gardien aux gens qui sont dans la banque. Si vous quittez le navire, vous inquiétez pas, il y a des salopards qui prendront les décisions à votre place. Elles ne vous seront pas favorables. Mais rejoignez le camp de ceux qui ont déjà une vie plus sobre, comme certains de ces milliardaires d'ailleurs, qui vivent comme tout le monde, qui pratiquent beaucoup la charité. Et vous allez rejoindre une planète formidable. Ça va des gens qui sont dans la low-tech, qui vont partager les écolabs, vous savez, ces labs où on partage les choses. Si vous êtes dans le monde paysan, vous allez rejoindre l'atelier paysan, vous allez reprendre la main sur l'outil, c'est très très important. Vous reprenez la main sur l'outil, vous construisez votre outil. À partir du moment où vous savez détourner l'outil, vous reprenez beaucoup plus le contrôle sur votre vie. D'ailleurs, c'est très bon d'éduquer les enfants déjà dans cette optique-là. Comment s'approprier leurs jouets, construire leurs propres jouets, détourner. Ça, c'est déjà dans l'éducation, ça commence petit. Vous avez tout le monde aussi très, très enthousiasmant. Alors, de la low-tech lab, mais aussi ça va me revenir, mais de tous ceux qui mettent en open source tous les plans, en fait. Le partage des données, le partage des plans, les sources ouvertes, donc l'open source. Et voilà, vous avez tout un univers de gens comme ça qui sont dans le partage. Et vous avez des gens qui vivent, par exemple, la permaculture, avec des pionniers qui ont été critiqués, mais c'est effarant de les critiquer parce qu'ils ont prouvé que c'était vrai, ils l'ont prouvé, comme Le Bec est loin, et avec des gens qui sont dans cette mouvance et qui forment... Donc les jeunes agriculteurs qui s'étaient installés... Oui, alors c'est pas que de l'agriculture en fait, hein, c'est aussi un rapport à la nature où on est en harmonie avec la nature, en compagnonnage avec la nature et non pas en domination de la nature. La permaculture prend un peu tous les aspects de votre vie. Voilà, et l'univers dont je voulais vous parler, c'était les makers. Voilà, les makers, vous irez voir qu'ils vous donnent les plans, par exemple, des ordinateurs qui créent, vous voyez. Donc c'est le partage. On est dans le partage, on est dans les réseaux, comme les colibris aussi, que vous pouvez rejoindre. Et aussi, je crois qu'il faut prendre conscience que l'individualisme qui a été créé
induite par une société qui a voulu faire de nous des hyper-consommateurs nombrilistes, en isolant les individus, a permis de créer le chaos que l'on voit aujourd'hui, puisque plus grand monde n'est capable de revenir ensemble pour lutter pour une cause. On en voit les frémissements quand même. On voit aujourd'hui les frémissements le frémissement de quelque chose avec les grands mouvements paysans, puisque la paysannerie est en train de mourir. Donc ça, je parle de la paysannerie. Combien une ferme peut nourrir autour de chez elle d'habitants. Et en fait, si on avait ce retour à une forme de paysannerie, mais avec bien sûr des outils efficients, eh bien, on pourrait complètement nourrir notre pays et arrêter, comme le disaient les ministres du général de Gaulle, parce que tout a commencé à ce moment-là, ce désastre, le monde nous nourrira. Mais cette utopie, elle est née malheureusement avec de Gaulle. Je suis navrée de le dire, mais c'est... Et aujourd'hui, on en voit les fruits désastreux qui ont été démultipliés, notamment par la Commission européenne, qui aujourd'hui, avec les CETA, les Mercosur, ouvre tout à tout vent et signe le libre-échange mondial, qui est une épouvante. C'est le renard libre dans le poulailler libre. Mais en fait, notre poulailler à nous, en plus, il n'est pas libre du tout, puisque nos artisans, nos entrepreneurs et surtout nos agriculteurs, nos paysans, nos éleveurs sont soumis à des normes et aussi à des contraintes administratives que tous ces gens qui viennent inonder notre marché de saleté, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, n'ont pas. Donc c'est une concurrence déloyale et on se fait planter un couteau dans le dos ouvertement par nos dirigeants. Donc aujourd'hui, il y a une révolte. Vous l'avez vu à Berlin, c'est très enthousiasmant, tous ces gens qui les rejoignent. Maintenant, il y a des camionneurs, des gens qui les rejoignent. On a eu le même phénomène en France, vers Toulouse, en Bretagne. Et bien qu'il faut ouvrir les yeux, prendre conscience. Et si on ne veut pas, et si on veut rester autonome, c'est-à-dire souverain, souverain déjà dans notre pays et souverain chez soi, chez nous, souverain en nous, eh bien, il faut résister avec ceux qui résistent. Eh bien, merci beaucoup Salazar Bertin d'être venu nous présenter votre livre très politique qui s'appelle « Vivre autonome, le survivalisme à la française ». Et très pratique, hein. Vous verrez tous les petits trucs. Oui, c'est à la fois très politique et plein de petites recettes que vous pouvez mettre en pratique. Et c'est une réponse à cette horreur qui vient, que vous venez de nous décrire, en même temps que vous montriez qu'il y a bien entendu beaucoup de portes de sortie. Merci encore Salazar Bertin. Merci à vous Jérôme, merci Omerta.